Bonjour et bienvenue dans la rue du sel. Ici, c'est un programme de musculation. Jean-Phi, rentre les muscles immédiatement. Ici, on muscle notre capacité à aimer les autres. On muscle notre charité, tout simplement. T'en as besoin aussi. Coucou Jean-Phi, ça va? Salut, salut tout le monde. Alors Jean-Phi, justement, parce que c'est un peu notre thème, la musculation, hein, tu l'as vu, j'ai ramené un muscleur de main, d'accord? Il est juste là, et il y aura un défi pour toi. Puisqu'il s'agira de garder ce muscleur de main fermé le plus longtemps possible tout à l'heure dans un duel France-Indonésie, puisque ton adversaire de tout à l'heure, c'est notre invité du jour. Salut Radius, welcome. Bonjour. Radius, tu viens d'Indonésie, tu parles anglais et c'est vraiment un honneur vraiment de t'avoir avec nous dans cette émission. Tu as été un enfant parrainé, bénéficiaire, et aujourd'hui, tu travailles dans l'ONG qui t'a aidé, toi et ta famille, donc de tes 6 ans à tes 22 ans, à savoir Compassion, qui est le partenaire international du sel pour la mise en œuvre du parrainage. Alors aujourd'hui, notre objectif est vraiment très simple, c'est se connecter à toi, savoir ce que tu as vécu, ce que tu as ressenti, ce que ça a changé pour toi en vrai, le parrainage. Et pour avoir déjà préparé avec toi cette émission, franchement, moi, j'ai trouvé ton histoire magnifique, c'est un vrai encouragement, mais un truc... pas un truc en carton, quoi, un vrai encouragement pour rentrer dans des mécanismes de solidarité, dans des trucs qui existent, genre le parrainage, et qui permettent vraiment d'aider. Et je trouve ça magnifique. Donc pour ceux qui veulent déjà des infos concrètes, et peut-être voir les infos concrètes en même temps que vous écoutez et regardez cette émission, on vous met dans la description le lien vers la page du site internet du sel qui parle du parrainage. Allez, on rentre dans le vif du sujet et j'en fais comme d'habitude, on commence par un petit peu rencontrer, découvrir notre invité. Alors pour découvrir notre invité, je me suis dit que comme l'émission c'est quelque part un portrait de Radius, puisqu'on va essayer de comprendre ton enfance et ce qui t'a mené jusqu'à l'homme que tu es aujourd'hui, je me suis dit que ce qui serait intéressant, ce serait de comprendre plutôt son contexte géographique, surtout que l'Indonésie c'est très très loin de ce qu'on peut vivre en France, à commencer par la géographie du pays, puisque l'Indonésie c'est 18 000, j'ai bien dit 18 000 îles, de différentes tailles, qui composent un pays qui tente d'être un pays uni. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais on imagine bien qu'il y a des difficultés directement à être un pays uni, alors qu'on est 18 000 îles, avec 922 îles habitées, et puis avec 700 langues locales, une langue locale qui est générale à tous, et puis chaque région, chaque île a son propre langage, comme Radius, certains parlent anglais. Alors Radius, j'aimerais te demander si c'est possible de nous dire quelque chose dans ta langue locale et dans la langue officielle du pays. Oui, la première vient de la langue nationale que nous appelons Bahasa. Donc je vais vous saluer en Bahasa. Nous disons Selamat pagi. Selamat pagi. Oui, c'est ça. Je suis bilingue. Presque. Et la deuxième est la langue locale de mon île. Nous l'appelons javanais parce qu'elle vient de l'île de Java. Donc pour saluer à Java, nous disons Sugeng Enjang. Sugeng Enjang. Ouais. En fait, voilà. Alors, l'effort que je ne fais pas, Radius le fait, puisqu'il nous parle, il nous dit déjà toujours bonjour en français, et puis il parle donc anglais, et donc il est trilingue. Ouais. Petite question, tiens, Cédric. Oula. Ah, ben voilà. Est-ce que ça te parle si je te dis un drapeau de 2 couleurs, rouge et blanc? Un drapeau rouge et blanc, ça t'évoque quel pays? Monaco. Monaco, exact. Et sais-tu que c'est aussi les couleurs dans le même ordre, les couleurs du drapeau de l'Indonésie, et que ça a posé problème parce que Monaco a décrété ses couleurs au XXe siècle, au début du XXe siècle, et puis un peu plus tard, il y a eu une libération de l'Indonésie de la colonie néerlandaise, et ils ont choisi les mêmes couleurs. Alors Monaco, ils n'étaient pas d'accord, et puis ils ont fini par se mettre d'accord en disant ok, donc on fait juste pas la même forme de drapeau, donc Monaco a un drapeau qui n'est pas tout à fait aussi rectangle, enfin aussi je savais long. pas ça, tiens. Voilà. Okay. Donc
petite anecdote, mais ça nous explique pas. Générale. Voilà, c'était un petit moment quiz, mais ça nous explique pas le contexte dans lequel a vécu et vit encore donc Radius. Radius, d'ailleurs, on n'a pas dit son nom, c'est Ranga Yoemana. Ranga Yoemana. Et donc, dans ces 18 000 îles, il y a des contextes sociaux différents, avec des îles qui sont plus ou moins favorisées à cause du contexte culturel, à cause pour X raisons, et puis des îles beaucoup plus défavorisées, les moyens de transport sont plus difficiles, tout est plus difficile, et ça explique des gros écarts entre certains qui vivent dans des bonnes conditions et d'autres qui vivent dans de moins bonnes conditions. Ça donnera une anecdote importante ce qui n'est pas une anecdote pour la fin de notre émission. Oui, puisque effectivement Radius vient d'une île qui n'est pas favorisée pour le coup. C'est ça. Et en plus, il a décidé maintenant, alors qu'il était parti sur une île favorisée après avoir été professeur et devenu professeur, eh bien, il est revenu habiter. Bon, on en reparlera tout à l'heure. Et c'est le pays le plus grand pays musulman au monde aussi. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est vraiment important de le noter parce que ça pose aussi un contexte global. Les amis, allez, on se lance dans notre émission. Il y a beaucoup de choses à discuter aujourd'hui. C'est l'affiche de la rue du Sel avec Radius. Ouais, donc on parlait effectivement des contextes difficiles qu'on peut avoir dans certains endroits en Indonésie. Et Radius, toi, ton contexte dans lequel tu nais, il n'est pas forcément rose. Il y a de la violence à la maison, il y a la pauvreté à la maison, il y a un voisinage qu'on pourrait qualifier d'hostile. Donc tu n'as pas beaucoup de copains concrètement, toi, en tant qu'enfant, pour jouer. C'est quoi les images fortes que tu retiens, toi, de ton enfance ? Oui, je suis né dans une famille chrétienne, mais ce qui est intéressant en Indonésie, c'est que ta religion doit être indiquée sur ta carte d'identité, dès ta naissance. Donc, même si ma famille était de confession chrétienne, cela ne signifiait pas pour autant que nous étions disciples de Jésus-Christ. Je vivais avec mon père, ma mère, ma grand-mère et mon petit frère. Mon père était au chômage et ma mère travaillait comme enseignante, mais elle était sous-payée. Elle ne touchait que 25 € par mois. Vous pouvez imaginer la difficulté pour elle de subvenir aux besoins de toute notre famille avec si peu d'argent. Donc, l'image que j'ai en repensant à mon enfance, c'est que nous partagions un œuf préparé en omelette pour toute notre famille. Et c'est d'ailleurs devenu mon plat préféré aujourd'hui. Mais tu devais avoir faim étant enfant avec seulement un œuf partagé pour toute la famille ? Oui, bien sûr. Mais puisque nous étions habitués à ne manger qu'un œuf pour toute la famille, c'était quelque chose de normal pour nous. Et pour ma part, je pensais que toutes les familles se partageaient un œuf pour tout le foyer. Ce n'est que lorsque je suis devenu jeune que j'ai réalisé que ce n'était le cas que pour certaines familles. Pour la majorité des familles, chaque personne mangeait un œuf. En ce qui concerne ma famille, je pensais que c'était normal alors que ce n'était pas le cas. Et parfois, à cause de la pauvreté, mes parents ne savaient pas comment gérer leurs émotions. Cela se traduisait quelquefois par de la violence domestique, qu'elle soit physique ou verbale, parce que oui, la pauvreté les avait rendus ainsi. Et quand tu ne peux pas subvenir à tes besoins alimentaires quotidiens, que dire de l'école ? Donc, chaque mois, j'avais cette incertitude et je me demandais si je pourrais aller à l'école ou pas. Parce que, quand j'y allais, mon professeur me disait « S'il te plaît, tu dois régler les frais de scolarité que ta mère n'a toujours pas payés ce mois-ci. » Dès lors, j'avais souvent peur d'aller à l'école à cause de cette situation. Ouais. Quant à mes voisins, ils me disaient « Rien de bon ne sortira de ta famille parce que vous êtes chrétien et que vous vivez dans de terribles conditions. »
Oui. L'avenir a donné tort à cette personne, on va le voir ensemble. On a été interpellé, Jean-Philippe, quand on préparait cette émission avec Radius, du fait que la pauvreté, c'était un facteur aggravant, pour toi en tout cas, Radius, du manque d'amour dans la famille, quoi. C'était difficile d'exprimer son amour parce qu'on était enfermé aussi dans des conditions de pauvreté. Et on a été vraiment marqué par ça. Question suivante, Radius, à l'âge de 6 ans, sauf erreur, tu deviens un enfant parrainé. Est-ce que tu as le souvenir de toi à 6 ans? Qu'est-ce que tu penses à ce moment-là? Est-ce que tu es conscient de ce qui t'arrive? Oui, vous savez, la pauvreté, ce n'est pas uniquement un manque de nourriture ou d'argent. Vous manquez d'amour. Au sujet de la situation dont je viens de vous parler, je me suis demandé, suis-je aimé? Parce que, oui, la situation dans laquelle j'étais était terrible et je me disais qu'il aurait mieux valu que je ne sois pas né. Mais quand j'ai intégré le centre de parrainage, j'ai eu de nouveaux parrains. Ils viennent de New York et dans la première lettre qu'ils m'ont envoyée, ils m'ont dit « Tu es toujours dans nos prières ». Ce jour-là, je me suis senti aimé parce que quelqu'un me soutenait et priait toujours pour moi. Quand tu te sens aimé, c'est là que ton parcours de transformation commence. Et concrètement, pour toi, le fait d'intégrer du coup un centre de développement, ça t'a permis de suivre une scolarité. Tu as évoqué tout à l'heure que c'était pas forcément simple d'avoir une scolarité. Et toi, ça a bien marché puisque tu vas jusqu'à l'université, tu étais le meilleur de ta classe et tu vas arriver dans une très bonne université. Tu peux juste nous dire en quelques mots ton parcours scolaire? Oui, ça a été un long parcours parce que quand j'ai reçu la lettre de mes parents, j'ai aussi reçu un encouragement pour un avenir meilleur. C'est pour cela que je me rendais au centre presque tous les jours. Et mon endroit préféré au centre était la bibliothèque, parce que je fuyais la violence domestique de la maison. Donc, j'allais à la bibliothèque, j'y étudiais et j'ai découvert les mathématiques. J'ai découvert un livre de mathématiques et j'en suis tombé amoureux. Et je voulais donner le meilleur de moi-même pour mes parrains qui me soutenaient. Puis, j'ai découvert que j'étais très bon en mathématiques. Et parce que j'avais trouvé un lieu de sécurité pour étudier à la bibliothèque, je suis devenu le meilleur élève de mon école chaque année. Tout cela a été possible parce que j'ai eu quelqu'un qui m'a soutenu et est devenu ma source de motivation pour donner le meilleur de moi-même à l'école. Quand j'ai eu mon bac, je n'avais pas d'encouragement pour poursuivre à l'université à cause de ma condition familiale. Mais mon tuteur du centre m'a soutenu. J'ai aussi reçu le soutien de mon professeur à l'école, car j'étais le meilleur élève. J'ai donc candidaté pour intégrer l'université. J'ai passé les examens d'entrée, que j'ai réussi, et j'ai pu intégrer la meilleure université d'Indonésie. Donc, grâce au soutien de mes parrains, combiné au soutien trouvé à la bibliothèque et par mon centre qui prenait en charge les frais de scolarité, j'ai pu aller à l'université. Oui, puis on le développera dans la rue du sel podcast, mais ça t'a permis d'être prof de maths et puis plus tard d'aller travailler pour Compassion, donc qui est le partenaire international du sel, pour la mise en place du parrainage. Donc là, il faudra vous renvoyer vers une autre émission. Soyez curieux, abonnez-vous à la page YouTube du sel. Tu l'as dit tout à l'heure, il y a des échanges épistolaires, donc c'est-à-dire que tu écris des courriers à ton parrain, qui est new-yorkais, de tes 6 ans jusqu'à tes 18 ans. Est-ce que quand tu es... Et donc, il y a ces lettres qui te touchent
Je veux dire, ton parrain, quand il t'écrit, ça te touche, tu l'as dit tout à l'heure. On peut peut-être commencer par ça. Et tu as été vraiment touché parce que te disait ce New-Yorkais qui avait décidé de t'aider alors que tu ne le connaissais pas? Exactement. Peut-être que pour tout le monde, ou la plupart des gens, les mots « tu es toujours dans nos prières » sont de simples mots. Mais pour moi, ils signifiaient énormément. Parce qu'à ce moment-là, c'était la première fois que je découvrais que quelqu'un priait pour moi. Je me sentais connecté à eux parce que je me sentais spécial à leurs yeux et qu'ils priaient toujours pour moi. Dans leurs lettres, ils me parlaient de leur vie de tous les jours. Quels plats ils aimaient, quelles activités leur famille faisait durant le week-end. Leurs histoires me faisaient penser que je faisais partie de leur famille. Et vous savez, j'ai réalisé que cette connexion m'a donné du courage. J'avais confiance parce que j'avais trouvé ma place quelque part. Je faisais partie d'une famille. C'est pour cela que leurs lettres signifiaient tellement pour moi. À travers de simples choses, mais qui avaient tant de valeur pour moi, leurs lettres m'ont apporté tellement d'encouragement. Et quand tu étais... Parce que moi, j'ai le souvenir de moi en colonie de vacances petit, où j'avais pas du tout envie d'écrire à mes parents, je m'en souviens, même si mes parents, ils m'écrivaient des jolis courriers. Et je pense qu'ils attendaient que leur fils leur écrive quelque chose, mais moi, je réalisais pas. J'étais un enfant et je répondais pas ou très très peu. Est-ce que toi, comment tu étais enfant et est-ce que tu avais envie d'écrire à ce parrain éloigné new-yorkais qui avait décidé de te soutenir chaque mois? Tu avais envie de lui écrire? Oui. Parce que dans cette lettre, j'avais hâte de découvrir quelle histoire mon parrain allait me raconter. J'avais hâte de découvrir l'histoire sur New York parce qu'il la décrivait tellement bien. Comment ils avaient passé leur week-end, ou parfois encore, le papier à lettres uniques. Ils écrivaient leurs lettres sur un papier spécial. Et quand je le touchais, le ressenti était différent. Je ne sais pas pourquoi, mais je crois qu'ils m'envoyaient une lettre spéciale, sur un papier spécial, parce que j'étais spécial à leurs yeux. Alors, chaque année, j'attendais impatiemment, parce qu'ils m'envoyaient une lettre par an. Et même si ce n'était qu'une fois par an, j'étais tellement excité quand leur lettre m'arrivait. Ok. Et les lettres de ton parrain, mais aussi, bien sûr, le centre de développement auquel tu accèdes en tant qu'enfant parrainé via Compassion, donc le partenaire international du CEL pour le parrainage, ça va impacter ton parcours de foi, ta conviction personnelle. Tu peux nous expliquer comment tu es passé finalement d'un croyant sur le papier, sur la carte d'identité, à un croyant qui suit Jésus, le Christ, comme tu l'as dit tout à l'heure? Effectivement. Le parrainage m'a encouragé à me rendre au centre. Et quand je suis allé au centre, j'ai appris sur Jésus à travers la Bible. Et vous savez, chaque semaine, on en apprenait sur Jésus en lisant la Bible. Et en fait, j'avais une question étant enfant. Est-ce que Dieu existe réellement face à ma situation? Et c'était donc difficile pour moi de croire que le Jésus de la Bible était Dieu. Mais quand j'étais au lycée, j'ai découvert dans la Bible que Dieu avait un projet pour moi. Que ce projet était bon pour moi et qu'il voulait me donner un avenir radieux. Son plan n'échoue jamais pour vous comme pour moi. Et pour ma part, j'avais du mal à croire à ces paroles.
Mais mon tuteur du centre a prié pour moi. Nous avons prié ensemble au sujet de notre avenir. Nous avons appris comment préparer notre avenir. Et oui, j'ai cru à la puissance de la Bible, qui est la parole de Dieu. Alors, j'ai décidé d'en apprendre plus sur la Bible, et pas seulement à cause du centre. Donc, chaque soir, j'en apprenais plus sur Jésus dans la Bible. Et la Bible m'a donné cette espérance que Jésus contrôle toutes choses, y compris ma propre vie. Alors, j'ai essayé de placer ma confiance en Jésus et j'ai prié. Dieu, si tu existes, je te prie de préparer ou de pourvoir que je puisse aller à l'université. Et quand j'étais au lycée, mon lycée était ce que je peux appeler une excellente école dans ma ville. Et ce n'est pas facile d'être le meilleur élève dans cette école, mais j'ai senti que Dieu m'a aidé. Mon tuteur m'a encouragé et à travers cela, j'ai senti l'amour de Dieu. Et cette année-là, j'ai de nouveau été le meilleur élève de mon lycée. Et c'est au moment où j'ai vu la manière dont mon tuteur me traitait que j'ai senti l'amour de Dieu. Et son amour est inconditionnel. Et il a aplani le chemin pour que je puisse aller à l'université en me permettant d'être le meilleur élève du lycée. Et peut-être la confirmation pour moi que Dieu existe, c'est lorsque mon tuteur m'a dit Dieu est amour et son amour est inconditionnel. De ce fait, il nous pardonne. Et parce qu'il a pardonné nos péchés, nous devons aussi pardonner à ceux qui nous ont blessés. Ça a été un défi pour moi, parce que j'étais en colère contre ma famille. Mais parce que Dieu nous avait recommandé de pardonner, j'ai essayé d'obéir à ce qu'il a dit. Alors, je suis allé voir mon père et ma mère et je leur ai dit « Je vous demande pardon d'avoir été en colère contre vous, mais je sais que Dieu nous aime, alors je vous accorde mon pardon. » Et ils n'ont rien dit. Je m'attendais à ce qu'on se prenne dans les bras et qu'on pleure ensemble. Mais le plus beau, c'est qu'après que je leur ai dit cela, ils sont venus à l'église le dimanche suivant. Habituellement, ils n'allaient à l'église qu'à Noël et pour Pâques. Donc, quand ils sont venus à l'église, je me suis dit, « Waouh, Dieu, tu nous aimes vraiment. Tu aimes ma famille. » Ça m'a guéri. J'ai trouvé Dieu. C'est impressionnant à quel point finalement l'amour incarné de ton mentor, donc la personne qui était référente pour toi au fameux centre de développement auquel tu as pu accéder en tant qu'enfant parrainé, a pu incarner l'amour et ça a créé une sorte de gros cercle vertueux qui vient changer non pas ta vie seulement, mais la vie de toute ta famille. Il faudra venir écouter, ça sort le 15 du mois, La Rue du Sel podcast, où on vient détailler plus approfondi, de manière un peu plus approfondie, la vie, le parcours de notre invité. Donc voilà, autre rendez-vous qu'on vous proposera pour vous donner la suite de son histoire. Hein. Il réussit ses études, il est prof de maths. Puis en 2018, il ressent l'appel pour bosser, pour travailler, pour Compassion. Donc Compassion, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est le partenaire international du sel pour la mise en place du parrainage. Moi, je suis vraiment, je suis très touché et très honoré d'avoir Radius avec nous parce que des fois, on parle de choses qui sont loin
mais là, le loin est venu au près. Et c'est marrant de voir à quel point, comment dirais-je, ici, là-bas, finalement, le fond, c'est le même. Le challenge de réussir à incarner l'amour et que ça change tout. J'en fais une réaction à chaud. Une fois de plus, j'en ai plein. J'ai noté plusieurs choses, mais là, en fait, connecté à ce que tu viens de dire, je me dis, on minimise souvent le rôle du parrain par humilité ou peut-être fausse humilité chez nous. On dit oui, enfin bon, oui, je donne 32 €, tout ça. Mais en fait, en écoutant le témoignage de Radius, on se dit, waouh, le rôle du parrain est très important. Et le rôle du parrain est très important, pas parce qu'il apporte 32 € par mois, il est très important parce que les 32 € par mois, ça remet les choses à zéro presque, on peut dire. Ça permet juste de vivre. Mais par contre, le rôle du parrain est très important parce que le parrain prie et parce que la prière est efficace. Et on le voit dans la vie de Radius, c'est clair, quoi. Il y a quelque chose de vrai là-dedans. Et le rôle du parrain est important dans les mots qu'il emploie dans le courrier. Et je dis ça, j'ai l'air très sûr de moi et très... Mais en fait, ce que ça vient faire chez moi, ça vient me remettre en question en tant que parrain, parce que quelque part, même si moi je travaille au CEL et même si moi j'ai une conscience de l'impact du parrainage, et puis même en lisant les témoignages, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, si vous suivez ce qu'on fait, vous voyez tous les témoignages. Donc on en est plus ou moins conscient. Mais là, en rencontrant en chair et en os un bénéficiaire du parrainage, je me dis, purée, mais en fait, moi, j'ai besoin de me pencher sur mes courriers et même prier avant d'écrire en disant que mes mots soient inspirants, que mes mots fassent du bien à mon filleul, en l'occurrence ma filleule. Mais en tout cas, merci beaucoup pour tes encouragements pour tous les parrains à plus écrire et être plus impliqués dans leur travail de parrain. Merci beaucoup pour tout. Et je voudrais juste préciser que on va en reparler dans le podcast, mais la raison pour laquelle j'ai posé la question sur les îles, avec les écarts sociaux entre les îles, c'est que Radius a fait un choix très courageux. Une fois qu'il était sorti de la misère, quand il est devenu prof de mathématiques, il avait une bonne situation, ça lui permettait de vivre dans une belle île, je caricature certainement, mais dans un endroit en tout cas safe et puis en bonnes conditions. Et en faisant le choix de travailler pour Compassion, il fait le choix de retourner dans la misère et toucher la misère du doigt. Donc c'est un acte courageux, quoi. Ouais. Top, merci pour la réaction chaud qui est parfaite. Et effectivement, on est challengé. Et Radius, qui est lui-même aujourd'hui parrain aussi lui-même de trois enfants. On en reparlera. Allez, rendez-vous le 15 du mois, Jean-Phi, très bien. Avant de se quitter, eh bien, Jean-Phi, comme d'habitude, et avant de retrouver, parce qu'avant de se quitter totalement, il y a le concours de musculation, Jean-Phi. On n'a pas oublié France vs Indonésie. Et qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Pourquoi ça? Je ne sais pas. C'est parce qu'au début, j'ai dit musculation. Je me suis dit, oh, ça serait rigolo, ça. Ah oui, et voilà. Et donc, c'est pour tout à l'heure. Mais avant ça, on va quand même finir sérieusement avant ça. On passe à la une. Alors, pour à la une de ce mois-ci, je voudrais m'adresser en particulier à tous ceux qui sont responsables de groupes de maison ou responsables d'église ou qui touchent les responsables de leur église et qui peuvent aller leur glisser un mot. Parce qu'à la fin du mois de mars, on en a parlé plusieurs fois à la rue du Sel, il y a la journée du Sel. Et sauf que jusqu'à l'année dernière, moi, j'avais pas vécu de journée du Sel, donc je pouvais pas en parler réellement. Maintenant, j'ai vécu une journée du Sel de l'intérieur et puis un peu de l'extérieur, puisqu'on l'a fait dans mon église. Et je voudrais vous encourager à aller faire un saut sur notre site internet. Vous allez voir, et en suivant sur nos réseaux sociaux, vous allez voir régulièrement des publications, des éléments qui vont venir concernant la journée du Sel. Qu'est-ce que c'est la journée du Sel? C'est de se dire, moi je suis touché par des gens qui sont plus pauvres et j'ai conscience qu'il faut se bouger pour ça. Et comment est-ce que je peux contribuer à faire quelque chose en mobilisant ma communauté, que la communauté soit mon église ou mon groupe de maison. J'ai envie qu'on fasse un moment particulier pour sensibiliser tout le monde et puis se sensibiliser soi, parce qu'on a toujours besoin d'être relancé. Je l'ai dit moi-même tout à l'heure en tant que parrain, j'avais besoin un peu une petite piqûre de rappel et je l'ai eu avec Radius. Donc la journée du Sel, c'est quoi? C'est une journée un temps de culte, de célébration, de sensibilisation. On vous donne des tas d'éléments, il y a une vraie bibliothèque d'éléments pour pouvoir construire un culte. Vous prenez ce que vous voulez, vous rejetez ce que vous voulez pas. Il y a un message, il y a un conducteur de culte, il y a des vidéos, il y a des témoignages, enfin il y a tout ce qu'il vous faut et il y a même de quoi faire une collecte pour que ça devienne concret à la fin de ce temps de culte. Donc,
rendez-vous sur selfrance.org. On vous met le lien dans la description de cette vidéo. Et puis organisez la journée du sel. Mobilisez-vous autour de vous pour les plus pauvres. Yes, merci beaucoup Jean-Phi. Avant de se quitter, du coup, comme promis, et franchement, moi j'y tiens depuis un petit moment, on va mettre une séquence en accéléré, on vous rassure. Jean-Phi, attention, c'est à toi. Il s'agit donc de maintenir la poignée, le muscle hors de main. Je suis allé rechercher sur Google comment ça s'appelait ce truc-là. Le fermer, les deux poignées se touchent et ça doit rester fermé le plus longtemps possible. Allez, 3, 2, 1, c'est parti Jean-Phi. Oh, bravo, alors on va dire bravo Jean-Phi. Bravo. Radius, attention, place. Tu sais, on sort de. Il y avait les Jeux Olympiques l'an dernier, bah tu vois, c'est bien, on est un petit peu dans les Jeux Olympiques. T'es prêt, Radius? Il faut que ça se touche. Yeah, maybe. Ok. Oui, il m'a l'air facile. Ok. Bravo, Radius! Bravo. Ouais, je pense que la puissance de Jean-Phi l'a emporté, mais comme on va être sympa, on va dire ex aequo. Ex aequo. Merci à vous deux. Merci Jean-Phi. On se retrouve très vite là pour la Rue du Sel podcast. Comme on l'a dit plusieurs fois dans cette émission, là, il y a beaucoup de choses encore qu'on va développer. Spotify, on peut l'avoir en audio. Ouais, Spotify, YouTube. On vous met les liens comme d'habitude dans la description. Radius, à très vite pour la Rue du Sel podcast pour en savoir plus un petit peu sur ton parcours et comment tu as vécu les choses. Et vraiment, merci de tout cœur pour ta présence et tout ce que tu nous as apporté. Merci. À très bientôt les amis. On vous embrasse. Bye.